Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Bonjour, nous retrouvons Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes et spécialiste de la traite négrière, et Jean Breteau, spécialiste de Nantes et de la traite négrière également. Bonjour à vous et merci de participer à cette émission. Bonjour. Bonjour. Alors cette semaine, nous allons aborder les impacts sociaux et économiques de la traite négrière à Nantes. Donc Nantes s'est beaucoup développée au cours du XVIIIe par le biais de cette traite négrière et des plantations coloniales et devient donc un important port d'armement. Alors on commence d'abord, Bernard Michon, vous allez nous lire un extrait des Voyages en France de l'anglais Arthur Young, 1741-1820, où la première traduction complète et critique du manuscrit a été réalisée par Henri C. Arthur Young arrive à Nantes le 21 septembre 1788. Dès mon arrivée à Nantes, je vais au théâtre, qui est nouvellement construit en belle pierre blanche. Sur la façade, un magnifique portique avec 8 beaux piliers élégants. 4 autres colonnes, à l'intérieur, séparent le portique du grand vestibule. À l'intérieur, tout est doré et peint, et le coup d'œil de l'entrée me fait une puissante impression. La ville a ce signe de prospérité qui ne trompe jamais, les nouveaux bâtiments. Le quartier de la Comédie est magnifique. Toutes les rues se coupent à angle droit, et leurs maisons sont bâties en pierre blanche. Le quai n'a rien de remarquable. Le fleuve est encombré par des îles. Mais, dans la partie la plus éloignée, voisine de la mer, se trouve une longue ligne de maisons aux façades régulières. Merci pour ce texte. Alors, je voudrais juste revenir sur le nombre d'habitants à Nantes avant l'exploitation des colonies aux Amériques et à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce qu'on a vu une croissance fulgurante dans la ville ? Oui, on considère que la ville faisait moins de 40 000 habitants au début du XVIIIe siècle. C'était une ville enserrée dans ses remparts et ses activités, notamment les activités évidemment liées à la mer, ont entraîné un véritable doublement de la population en moins d'un siècle. La ville est passée à 90 000 habitants et surtout, elle a obtenu l'autorisation du roi de démolir ses remparts, de conquérir les îles qui pouvaient l'être, notamment ce qu'on appellera l'île Feydeau, et de se développer dans le faubourg du quai de la Fosse. Donc les bâtiments dont vous parliez, Bernard Michon, dans le texte On parlait Young. À l'instant. Alors donc les remparts sont détruits, on construit de nouveaux bâtiments. Quelles étaient les activités les plus importantes à cette époque pour que les habitants vivent ? Alors les activités les plus visibles, c'était les chantiers navals, qui, sur le quai de la Fosse, alternaient avec les immeubles d'armateurs, les habitations, et puis un énorme réseau d'ateliers et de petites usines liées aux activités de la traite, notamment les fabriques d'indiennes, ces toiles imprimées, qui employaient plus de 4000 ouvriers, ce qui est un chiffre important pour l'époque, et puis les cristalleries, les verreries, toutes les manufactures qui fournissaient les marchandises propres à la traite, d'une part, en amont, et qui, en aval, traitaient les marchandises coloniales qui revenaient, et notamment, on peut citer les raffineries de sucre. Alors, les personnes qui venaient à Nantes travailler, on imagine qu'il y avait des armateurs, mais aussi beaucoup d'ouvriers, donc qui venaient des campagnes peut-être pour, Oui, beaucoup d'ouvriers qui venaient de la campagne bretonne, du pays nantais, parfois de plus loin. Et concrètement, qu'est-ce que cela a apporté à la ville ? Une richesse considérable et la prétention aussi de se vouloir ville ultramarine en quelque sorte, opposée au destin breton de Rennes. Nantes a un destin mondial. Nantes est ouverte sur les océans, elle est ouverte sur le commerce à la Chine, sur le commerce avec l'Europe du Nord, etc. C'est un entrepôt qui regorge de richesses, mais qui les redistribue évidemment. Ce qu'il faut également dire, c'est que la ville se transforme, comme l'a bien dit Jean Breteau. On passe d'une ville médiévale enserrée dans ses remparts à une ville moderne et on a le développement de certains nouveaux quartiers, le quartier Gralin qu'évoque Arthur Young, mais également le quartier Feydeau, bien évidemment, le lotissement de l'île Feydeau, mais la ville se développe vers l'aval, c'est-à-dire en direction de l'ouest, en direction du fleuve, qui marque bien la direction vers laquelle la ville se tourne. Elle se tourne résolument vers la mer et le faubourg
qui s'installe au pied du coteau de l'Ermitage, devient un faubourg qu'on peut qualifier de proto-industriel, avec un développement du côté de Chantenay, d'un quartier ouvrier. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon et Jean Breteau. Je reviens sur ce qu'on a dit par rapport aux manufactures. Comment ce commerce a bouleversé la vie de la cité et son organisation ? Vous parliez de nouvelle industrialisation, de nombre important d'ouvriers qui travaillaient dans les manufactures. On peut imaginer que tout ça a bouleversé la vie de la cité. Oui, ça a permis à la cité de se tourner résolument vers ce qu'on appelle la révolution industrielle. Au départ, les très riches négociants se sont aussi emparés des fonctions municipales. Par contre, il faut honnêtement reconnaître qu'on a parfois du mal à faire le lien entre la richesse commerçante du XVIIIe siècle et la prospérité industrielle du XIXe. Ce ne sont pas forcément les mêmes acteurs. Donc ce ne sont pas les armateurs, par exemple, qui auraient investi dans les industries En partie, mais c'est moins mécanique que cela. Parce que dans l'idéologie des armateurs négriers, qui nous intéresse, c'était mieux, plutôt que de réinvestir dans ces capitaux dans l'industrie, c'était mieux de les investir dans la terre pour vivre noblement. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, après une génération, quittaient Nantes. Et on revoit leurs capitaux et leurs activités dans tout le Val-de-Loire, où ils achètent des terres, et où, d'ailleurs, ils participent aussi à l'industrialisation. Mais moins mécaniquement qu'on ne le croit parfois. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les idées selon lesquelles il y aurait un lien direct entre traite, développement de l'économie atlantique liée aux plantations et industrialisation de l'Europe, théorie qui avait été développée notamment par Eric Williams, sont aujourd'hui relativement critiquées par les historiens. Il n'y a pas de lien direct, comme vient de le dire Jean Breteau à partir du cas nantais, tout simplement parce que nos négociants sont plutôt attirés, parce que ce sont des gens de leur époque, par le modèle social qui consiste à accéder à la noblesse et à son style de vie et à sortir du négoce, je dirais, par le haut. Et par rapport aux habitants, il y a eu un enrichissement, j'imagine ? Oui, la ville a joué son rôle de miroir, miroir un peu aux alouettes. La ville a attiré la population, elle a présenté les richesses, elle a offert des opportunités. Certaines d'ailleurs continuent, si on se situe entre 1815 et 1830, continuent à être liées à la traite négrière illégale, qui brasse quand même beaucoup de capitaux et d'investissements de toute la bourgeoisie
d'affaires nantaise, mais Nantes va prendre à ce moment-là le virage de la révolution industrielle, et c'est très visible par exemple dans la construction navale, qui est une des grandes activités. Alors, par contre, les industries alimentaires et tout, on peut dire qu'elles sont en lien, même si c'est un lien moins direct qu'on l'a dit, elles sont en lien avec l'activité maritime de Nantes. On passe du biscuit de marine au petit bout. Donc on peut dire qu'au XVIIIe, en fait, toute la ville s'est tournée vers la mer, vers ce commerce-là, oui. Et donc a prospéré grâce au commerce triangulaire. Et elle l'a affiché, c'est-à-dire que lorsqu'on a la chance de se promener dans Nantes, on voit avec le quai Brancas, par exemple, la façade monumentale dont se dote la ville, avec un architecte voyer officiel, donc Sénéray, puis après Crucy, pour le théâtre. Mais Sénéray donne à la ville l'apparence qu'elle veut avoir, une façade monumentale, très riche en emblèmes du commerce maritime. Sur lesquels nous reviendrons dans une prochaine émission. Et je voudrais revenir sur, justement, vous parliez de la consommation alimentaire. Alors, c'est un autre impact également de la traite négrière, c'est-à-dire que les denrées coloniales revenaient à Nantes, on l'avait vu. Oui. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu une démocratisation aussi de l'utilisation, de la consommation de sucre, de tabac. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette évolution, de son industrie et de ses consommations ? Pour le tabac, si vous le consommez, c'est que vous avez été client des contrebandiers. Et un adage de l'époque disait que l'ouvrier nantais était le seul à boire du café sucré en Europe. Mais ça, c'est pour le XVIIIe siècle. Après, ça va largement se démocratiser. Mais dans plein d'activités, la traite négrière et ses effets sont visibles. On pourrait prendre par n'importe quel bout. Le mobilier de port, par exemple, va marquer le choix des bois précieux. Tout cela, c'est l'image à terre de cette richesse nantaise due à ce commerce du crime. Et on en a encore aujourd'hui des exemples dans la consommation des spécialités nantaises. Est-ce que ça remonte à cette époque ? Oui, et toutes celles qui sont liées au sucre, évidemment, toutes celles qui sont liées à la marine, le biscuit qui dérive donc du biscuit de marine, etc., etc. Mais tout ça, et la construction navale. Mais la construction navale s'arrête en 1985, et les industries alimentaires deviennent dépendantes de trusts internationaux. Et les raffineries de sucre, par exemple, il n'en reste plus qu'une, et elle appartient aux Italiens, je crois. D'accord. Une thèse de doctorat en histoire a été soutenue à l'université du Maine par David Audibert, qui a étudié Nantes comme une ville d'épiciers, et on voit bien, en lien avec le commerce colonial, se développer cette activité. Le nombre d'épiciers croît considérablement au XVIIIe siècle. Les épiciers sont chargés de redistribuer, je dirais, à des particuliers les marchandises coloniales et également à des intermédiaires. Eh bien, merci à vous pour ces précisions. Alors, merci aux auditeurs d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine où nous allons parler d'une autre histoire de Nantes au travers de la traite négrière illégale. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.